Bonjour David et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, je suis ravi de t'accueillir. Donc, toi, tu es député européen Europe Écologie Les Verts. Ma Oui. première question, c'est proposition de la Convention citoyenne, résultat aux élections municipales. On voit la décision du Conseil d'État, on va y revenir aussi. Est-ce que le vert, c'est la couleur à la mode définitivement? Je ne suis pas sûr que ça soit une question de mode. Je pense que c'est plutôt, il faut plutôt inscrire ça, la question de l'écologie, dans une perspective historique. Pour faire vite, pour faire simple, au XIXe siècle, la question autour de laquelle s'est organisée la conflictualité et le débat démocratique ou le débat politique, ça a été justement la mise en place des démocraties. Quand je dis le XIXe, c'est entre la Révolution française et la chute de l'Empire russe en 17, où tout le débat, avec la création des États-nations, avec la création des républiques, ça a été comment on organise la question démocratique. Au XXe siècle, c'est ajouté à cette question-là la question sociale. C'est l'émergence, même s'il est légèrement antérieur, de la matrice marxiste, c'est les luttes sociales, puis le compromis fordiste, puis toutes ces questions-là, où en fait, là encore, la conflictualité du débat démocratique s'est organisée autour de la question sociale. Et au XXIe siècle, à ces deux précédentes strates, la conflictualité, elle s'organise autour de la question écologique, c'est-à-dire comment on prend en compte les limites physiques de la planète pour garantir à la fois la continuité de la démocratie, voire son amélioration, et la justice sociale. Pour faire vite, la différence fondamentale, à mon avis, entre l'écologie politique et l'approche plus traditionnelle à gauche d'inspiration marxiste, pour le marxisme, c'était comment on répartissait dans la justice l'abondance. Pour les écologistes, c'est de dire, comme cette abondance illimitée, cette croissance illimitée est impossible, c'est comment on organise une sobriété juste et suffisante pour qu'on soit heureux. Donc en fait, pour moi, la question du vert, au-delà de ça, la question de l'écologie politique, c'est pas une touche qui relèverait de la mode, mais une évolution qu'il faut inscrire dans une perspective historique. Il y a une élection qui vient de se passer, les élections municipales. Je crois que vous avez gagné une vingtaine de villes. J'ai regardé, ça fait 2 millions d'administrés à peu près, c'est ce qui est ressorti des chiffres. On a connu le communisme municipal et on le connaît encore. Est-ce qu'il y aura une écologie municipale? Comment ça va se traduire? Moi, j'ai entendu parler du 13e mois écologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais, oui, il y a eu le communisme municipal en région parisienne, ce qu'on appelait les banlieues rouges, qu'ont d'ailleurs initié, alors ils n'appelaient pas ça le municipalisme, mais quand même une vision assez démocratique, de proximité, et puis autour de thématiques, notamment tout ce qui est mixité sociale et la question des services publics. De mémoire, je crois qu'il n'y a plus guère que dans quelques villes communistes en France où il y a encore des centres médicaux municipaux de santé. Donc, c'est des acquis qui sont pour moi précieux. Donc, je ne crois pas que s'il y a un municipalisme vert ou écolo, je ne crois pas qu'il se substitue. En fait, il ne s'agit pas de passer des banlieues rouges aux cités vertes. C'est la question du, oui, le municipalisme vert, c'est quoi? C'est la question de la démocratie. C'est pas un hasard, moi, quand j'ai adhéré chez les Verts en 2000, en 99, il y avait déjà la question de la démocratie participative, alors qu'elle a été un peu dénaturée par la suite. Mais aujourd'hui, on parle plus volontiers de municipalisme, la participation des citoyens, non pas dans des consultations pour qu'ils donnent leur avis, mais comme partie prenante à part entière de la gestion de la cité. Et puis un certain nombre de thématiques sur, alors, il y a la question de la ville apaisée, avec plus de verre, moins de place pour la voiture, plus de place pour les déplacements doux, etc. etc. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important et peut-être un peu différent de ce que pouvaient avoir comme approche les autres forces politiques, pas spécialement le PC, mais en général, c'est qu'on est, d'ailleurs c'est un paradoxe, assez rétif sur la métropolisation de la France et de la métropolisation du monde, avec l'idée selon laquelle il faudrait des centres urbains qui concentreraient tous les pouvoirs financiers, les personnes les plus riches, les pouvoirs culturels, les pouvoirs politiques, et que ça permettrait d'irriguer les territoires qu'il y a autour. Je pense que c'est précisément le contraire. Cette métropolisation de la France,
elle a tendance à drainer les périphéries. Et donc, dans la pensée écolo, d'ailleurs, c'est un paradoxe parce que les écologistes sont historiquement assez critiques de cette organisation du territoire très centralisée, et c'est pourtant les endroits où on fait de très bons scores. Ce n'est pas les seuls. Il y a aussi il y a une écologie des villes, mais il y a aussi une écologie des champs. Il y a aussi d'ailleurs une écologie des territoires plus populaires, des périphéries plus populaires. Mais c'est en tout cas là-dessus qu'il y a le projecteur médiatique. Et c'est un paradoxe parce qu'effectivement, alors qu'on a un discours très clair sur la mise en question des pleins pouvoirs aux métropoles, c'est malgré là qu'on fait aussi les scores. Donc ça indique qu'y compris les habitantes et les habitants, qui sont plutôt des bénéficiaires de ces centralités, ont conscience que ce n'est pas un modèle durable. Et donc, je pense que dans le municipalisme vert ou dans le municipalisme écologique, il y a aussi cette idée d'égalité des territoires, y compris avec des territoires où ce n'est pas nous qui serons, en tout cas pour l'instant, au pouvoir. Il y a eu une attaque hier de la nouvelle ministre du Logement, enfin la ministre déléguée, Emmanuelle Vargon, qui a ciblé le maire de Bordeaux sur CNews, où elle dit le maire de Bordeaux, à peine élu, il prend une première décision, c'est qu'il stoppe tous les programmes immobiliers. On sait, notamment en Ile-de-France, que la question du logement est une question cruciale. Elle a d'ailleurs refusé de prolonger honteusement la trêve hivernale. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les maires écolos vont arrêter toutes les constructions, ou est-ce que ça va être une autre philosophie de construction? C'est évidemment plutôt la deuxième option, puisque aujourd'hui, dans beaucoup de métropoles, ce qu'on appelle des programmes de construction, en réalité, c'est des programmes de spéculation immobilière, où aux bénéfices, y compris grâce à des lois d'ailleurs de défiscalisation, les bénéfices de ces constructions ne reviennent pas aux habitantes et aux habitants, et notamment les plus fragiles, les plus pauvres, mais sont l'occasion de faire des opérations de spéculation, des opérations immobilières classiques, dans des secteurs, je ne connais pas précisément Bordeaux, mais dans des villes où les espaces libérés de construction sont de plus en plus rares et du coup sont l'objet de prédations de plus en plus dures. Donc oui, il y a un équilibre à trouver entre la nécessité de logement, notamment de logement social ou de logement très social, et le fait de conserver des espaces non urbanisés ou des espaces publics qui ne soient pas privatisés d'une certaine sur le 13e mois écolo. C'est quoi le 13e mois écolo dans les politiques écolo? C'est de faire en sorte de baisser les dépenses contraintes. On l'a vu notamment à l'occasion des Gilets jaunes, mais pas seulement, que beaucoup de Françaises et de Français, pas que les plus pauvres, y compris des classes moyennes, quand ils ont déduit l'ensemble de leurs dépenses obligatoires, les factures énergétiques, le logement, la voiture, les taxes diverses, notamment d'enlèvement des ordures ménagères, les impôts locaux, quand ils ont tout retiré, à la fin, il n'y a plus de reste à vivre, ce qu'on appelle de reste à vivre. Et donc l'idée pour nous, c'est de faire en sorte de faire des économies aux gens. Or, au niveau des politiques, notamment locales, métropolitaines ou municipales, il y a moyen de développer des programmes qui vont faire des économies aux gens. Un exemple, si vous êtes un foyer avec deux voitures, parce que vous êtes obligé d'avoir deux voitures pour aller au travail, si vous développez l'offre de transport collectif de façon significative et que vous pouvez économiser une voiture sur un foyer de ce type, il y en avait deux, c'est une économie de 5, 6, 700 euros par mois. Donc on est très au-delà d'un 13e mois, si on multiplie par 12. Pareil, si on fait faire des économies d'énergie, pareil, si on a une meilleure gestion des déchets, parce que les taxes d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères sont des taxes qui ont vocation, enfin, qui ont pour l'instant vocation à augmenter sans fin. S'il y a une limitation à la source des déchets, vous avez moins de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc là aussi, vous gagnez. Donc c'est le concept que j'ai évoqué en parlant du 13e mois écolo. C'est pas au niveau municipal, vous n'avez pas les moyens de donner de l'argent directement aux gens, bien qu'on puisse le faire pour les ressources les plus pauvres, les familles les plus pauvres. C'est ce qu'a fait Damien Carême à Grande-Synthe en assurant de combler pour aller jusqu'au minimum, pour aller au-delà du seuil de pauvreté pour les gens qui étaient en deçà. Donc on peut le faire, mais on ne peut pas donner un revenu universel à tout le monde au niveau d'une politique municipale. Par contre, on peut agir sur les dépenses. Donc c'est ce que j'avais appelé le 13e mois écolo. Et c'est aussi le plafonnement des loyers. Ce n'est pas un hasard si c'est une ministre écolo, Cécile Duflot, qui, quand elle était ministre, avait voulu mettre en place le plafonnement des loyers. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette même Cécile Duflot, quand elle était élue régionale, avait, pour la région Île-de-France, mis en place le pass Navigo. C'est-à-dire que c'était l'idée de décloisonner
la centralité qui bénéficie de beaucoup de transports et beaucoup d'avantages déjà, parce que ce sont les plus riches qui vivent là, avec ceux qui sont en deuxième, troisième, quatrième couronne, pour qu'il n'y ait plus cette ségrégation, en tout cas au niveau des transports collectifs. Donc tout ça rentre dans une cohérence. Je suis étonné qu'Emmanuel Vargon ait pointé comme ça tout de suite cette critique-là. Oui, il faut avoir une autre approche de l'urbanisation de nos villes, et une autre approche aussi de à quoi on utilise les espaces urbanisés. Typiquement à Paris ou ailleurs, il y a, alors pas partout, mais parfois un ratio d'espaces de bureaux en centre-ville qui sont en concurrence avec des espaces qui pourraient servir à l'habitation. Donc il y a plein de façons de répondre à la question du logement, autre qu'en urbanisant à tout va, en donnant les constructions en plus, les espaces à construire à des promoteurs privés. Il y a une autre décision qui est tombée cette semaine qui va encore une fois renforcer ce que vous dites depuis des années. C'est le Conseil d'État qui a pris une décision que certains jugent historique, c'est-à-dire de condamner l'État à payer, je crois, 10 millions par semestre d'amende tant qu'il ne prend pas des mesures pour lutter efficacement contre la pollution dans les 8 zones, si j'ai la mémoire qui est bonne. Est-ce que cette décision, elle va suffire ou est-ce qu'il faudra autre chose pour contraindre le gouvernement d'Emmanuel Macron à agir? Ah, en fait, oui, c'est une décision qui a une forte valeur symbolique, parce que en vrai, 10 millions d'euros par semestre, l'État pourrait assez facilement payer cette amende. Après, elle permet de dire, c'est pour ça qu'elle a une force symbolique importante, que tout simplement l'État français, et pas seulement le gouvernement actuel, c'est l'État français ne respecte tout simplement pas la loi, et c'est une question, la pollution de l'air, éminemment sanitaire. Tous les ans, à cause de la pollution de l'air, c'est autant de morts qu'il y a eu ou va y avoir avec le Covid. Donc, on a vu les mesures d'exception qui ont été prises pour protéger la population du Covid. C'était évidemment nécessaire. Et en regard, on est très surpris de l'inertie concernant les politiques à mener contre la pollution de l'air. Pourquoi? Parce que la pollution de l'air, elle est liée à des activités qui sont défendues par un certain nombre de lobbies qui même parfois trichent sur les émanations, c'est pas le terme, mais de pollution, c'est les grands constructeurs. D'ailleurs, Volkswagen a été durement condamné en Allemagne. Ça serait bien qu'il y ait la même chose en France, où ces constructeurs, parce que Renault l'a fait aussi, Peugeot, tout le monde l'a fait, ont triché sur leurs moteurs, sur les normes. C'est-à-dire qu'ils ont installé des capteurs qui étaient faussés pour analyser les particules qui étaient rejetées quand ces moteurs fonctionnaient. Donc oui, il y a des lobbies et des forces en présence qui sont puissantes et qui empêchent, en tout cas qui font pression sur l'État pour ne pas agir. Donc maintenant, il faut agir. Il ne faudrait pas que l'État cède à la facilité de se décharger sur les collectivités locales pour répondre à cette problématique, parce que ce sont des problématiques globales quand on continue d'aménager des infrastructures qui encouragent l'utilisation de la voiture et du camion. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la pollution de l'air. Quand on ne mène pas les politiques pour changer la politique agricole commune, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait encore dans l'atmosphère des polluants qui sont issus de l'agriculture industrielle. Pareil pour l'industrie, pareil pour un certain nombre de secteurs. Donc oui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc cette décision, elle invite fortement à le faire. Elle a bien raison. Il y a une autre question qui va vous occuper, je crois, dans les semaines à venir. On en a beaucoup parlé ici, c'est la question du rassemblement de la gauche. Plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus on sait que ça va se tendre et plus la question de la candidature ou de celle ou de celui qui va l'incarner va se poser avec force. J'ai vu que dans le JDD, Jean-Luc Mélenchon avait déjà dit moi, la différence que j'ai avec les écolos, c'est pas l'écologie, c'est le social. Est-ce qu'on va y arriver à une candidature commune? Est-ce qu'on va arriver à créer un horizon commun? Parce que je crois que c'est ça que les gens ont besoin, c'est d'avoir un horizon progressiste dans ce pays. En fait, il y a deux écueils dans cette affaire à éviter. Le premier écueil, évidemment, ça serait une parcellisation non légitime des propositions politiques, parce qu'elles seraient tellement similaires que en faire plusieurs, ça serait incompréhensible. Il y a quand même un autre écueil à éviter, qui est ce que j'appelle l'injonction unitaire. L'injonction unitaire, on y a déjà cédé. Ça a été la gauche plurielle en son temps, ça a été y compris, alors il n'y avait pas Mélenchon, quoique il avait appelé à voter François Hollande au deuxième tour des élections présidentielles 2012, qui sont des expériences
qui laisse un goût amer dans la bouche à un certain nombre d'entre nous, en tout cas, qui laisse un goût amer aux écologistes, ça c'est sûr, mais je ne crois pas seulement. Donc moi, je ne suis pas convaincu. Pour moi, l'unité, ce n'est pas un préalable, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'un processus politique où on considère que nous sommes un certain nombre autour d'un même imaginaire, d'un même récit politique. Pour ce qui nous concerne, nous les écologistes, c'est un peu ce que je vous disais en début d'émission, elle s'articule dans une perspective historique qui est différente de celle des siècles passés. Et notamment, l'écologie réinterroge fortement ce qu'est la doctrine, entre guillemets, de la gauche d'inspiration marxiste, notamment dans son rapport à la production, et y compris d'ailleurs dans son rapport à la consommation, et y compris dans son rapport à qu'est-ce qu'on appelle émancipation. En gros, les écologistes réfutent l'idée d'une émancipation par la consommation. Donc, c'est pouvoir d'achat versus pouvoir de vivre, etc. etc. Et quant aux propos de Mélenchon, au fond, le procès qu'il instruit contre l'écologie est très traditionnel à gauche. Depuis l'émergence du socialisme d'inspiration marxiste, à la fin du XIXe siècle, ça a toujours été le même procès, y compris fait aux ancêtres de l'écologie politique, par exemple Fourier au XIXe siècle, qui était taxé par les premiers tenants du socialisme marxiste de socialisme ou de socialiste Fourier utopique ou de socialiste romantique, par opposition aux socialistes scientifiques. Ça, ils ont raison, c'est la science qui parle, etc. Et donc, moi, je suis très habitué, les écologistes sont très habitués à ce procès de la part de la gauche traditionnelle, ouais, les écolos, vous êtes bien gentils, mais sur le social, vous êtes suspects. Moi, je ne crois pas que nous le soyons, au contraire. Ce n'est pas les écologistes qui ont fait les renoncements, qui ont accepté les renoncements aux valeurs de solidarité sociale quand les socialistes étaient au pouvoir, par exemple. Ce n'est pas non plus les écologistes qui ont conceptualisé le fait que les classes populaires ne votaient plus. Merci Terra Nova, qui avait expliqué qu'en fait, on s'en fout des pauvres, de toute façon, ils ne votent pas, donc il faut s'occuper que des classes moyennes. Ce n'est pas les écologistes qui ont conceptualisé tout ça. Au contraire, nous, on a toujours fait un lien extrêmement clair entre la question environnementale et la question sociale, allant même jusqu'à dire que sans prise en compte des limites physiques et environnementales de la planète, il ne pourrait pas y avoir de justice sociale. C'est-à-dire que c'est la limite physique, c'est notre écosystème, c'est la planète Terre et ses capacités à produire de la richesse, à laisser produire de la richesse qui détermine la question sociale. Donc, ce n'est pas faire abstraction de la question sociale, c'est mettre les choses dans le bon ordre. Et donc, avec Jean-Luc Mélenchon, s'il y a un débat et des divergences entre nous, elle n'est pas du tout sur la question sociale. Elle est sur la question écologique, je pense, malgré tout, mais elle est aussi sur d'autres thématiques, le rapport à l'État-nation, à ce qu'il appelle le souverainisme, le rapport à l'Europe, le rapport au territoire. Jean-Luc Mélenchon est plutôt jacobin, pour faire vite. L'écologie est plutôt girondine, pour faire vite, encore une fois. Donc c'est plutôt sur ces sujets-là qu'on a des différences qui sont importantes, mais sur la question sociale, non, je ne crois pas. Dernière question, demain Emmanuel Macron va s'adresser aux Français pour la 7e, 8e fois peut-être depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que tu attends quelque chose de ce discours ou est-ce que ça va être encore des grandes phrases avec peu de contenu? Non, j'en attends pas grand-chose. Emmanuel Macron, mais j'avais dit ça juste après son élection, c'est un hyper-pouvoir qui accouche d'une hypopolitique. L'hyper-pouvoir, c'est Jupiter qui pense qu'en déclamant des grands mots, et en changeant d'avis d'ailleurs souvent, on est passé du rien ne sera plus comme avant et quoi qu'il en coûte, à un gouvernement qui est clairement d'inspiration conservateur, droite. D'ailleurs, moi, c'est pas ma cam, mais c'est ni bien ni pas bien. Voilà, ça s'inscrit pas du tout dans une logique nouveau monde, mais dans une logique très traditionnelle, j'ai envie de dire, de ce que produit la droite comme politique publique. Et donc, de ce point de vue-là, j'en attends pas grand-chose de son discours. Je pense qu'il va être encore dans un registre où il manie des concepts, la résilience, c'est le nouveau mot qu'il a utilisé à un moment pendant la crise du Covid, mais tout ça au service de politiques qui sont au fond très traditionnelles et très attendues au sens où elles ne sont pas surprenantes. Elles ne sont pas attendues par les gens, mais elles sont très, oui, voilà, elles sont très classiques, j'ai envie de dire. Mais merci David pour ce moment que tu nous as accordé et bon courage pour la suite. Merci bien.